Bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier le docteur Guérin de m'avoir proposé de faire cette intervention aujourd'hui. Comme vous l'a dit Madame Cyr, je suis avocat et j'interviens particulièrement dans la réparation du dommage corporel des victimes, on va dire en général, et particulièrement, et c'est le sujet qui va nous intéresser évidemment aujourd'hui, des victimes de violences sexuelles. Alors, comme pour toute victime d'une faute, quelle qu'elle soit, qui engage la responsabilité de quelqu'un, les victimes de violences, la reconnaissance de la faute d'un auteur va engendrer pour la victime le droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de cette faute. Pardon. En principe, l'indemnisation, elle va incomber à l'auteur des faits. Elle va soit se faire à la suite du procès pénal, c'est ce qu'on appellera la liquidation des intérêts civils, sur intérêt civil, ou dans le cadre, ce qui est beaucoup moins courant en matière de violences sexuelles, mais dans le cadre d'une procédure civile distincte, dans le cadre de laquelle il suffirait de qualifier une faute au sens civil du terme et ainsi obtenir la condamnation de l'auteur à la réparation des préjudices en résultant. Le système français étant critiquable par ailleurs, mais néanmoins, on dispose d'outils assez merveilleux qu'il faut quand même reconnaître. Il existe, à côté de ce principe de l'indemnisation par l'auteur des faits, une possibilité d'être indemnisé par un fonds qui s'appelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont vous avez dû tous beaucoup entendre parler à la suite des attentats, mais dont la compétence est étendue à l'ensemble des victimes de toute infraction pénale, dans le cadre d'une procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui est une commission qui siège auprès de chaque tribunal de grande instance. Alors, pour être indemnisé par ce fonds de garantie, il y a des conditions. En matière de violences sexuelles, le régime est particulièrement favorable puisqu'il n'y a pas de condition de gravité des préjudices subis par les victimes. Dès lors qu'une victime a été victime de violences sexuelles, elle peut bénéficier d'une indemnisation par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure. En revanche, une condition qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les délais sont extrêmement courts, puisqu'il s'agit d'un délai de 3 ans à compter de la commission des faits, suspendu pendant la minorité, mais quand même 3 ans quand on parle d'imprescriptibilité. Pour l'infraction pénale, on en est extrêmement loin. Et ce délai, il y a un nouveau délai qui court de 1 an à compter de la condamnation pénale. Donc même si on a dépassé ce délai de 3 ans, et qu'on a une condamnation pénale, on a de nouveau un délai de 1 an pour saisir cette commission d'indemnisation. Donc ici, on a un relais par la solidarité nationale, par le fonds de garantie, un relais pour l'indemnisation de la victime. Ça permet de contourner un problème majeur que connaissent les victimes d'infractions, c'est le problème de l'insolvabilité de l'auteur. Parce que bien souvent, soit au moment du procès pénal, les auteurs sont insolvables, soit ils sont condamnés à des sommes extrêmement importantes et ils organiseront leur insolvabilité. Or ici, ce n'est plus le problème de la victime. La victime est indemnisée par le fonds de garantie, qui lui est parfaitement solvable, et ensuite le fonds de garantie va exercer le recours contre le responsable. Donc il faut bien quand même avoir en tête que l'auteur n'est pas du tout, lui, libéré de ses obligations. Il remboursera petit bout par petit bout, peut-être toute sa vie, en tout cas jusqu'à l'épuisement de la dette indemnitaire. Donc, au regard de ce régime, se pose la question de quand est-ce que la victime peut être indemnisée. En principe, c'est simple, elle peut être indemnisée après la condamnation de l'auteur. Ça, c'est toujours le cas. Mais au-delà de cette possibilité, pour être indemnisé par le fonds de garantie, il suffit de rapporter la preuve de la matérialité de l'infraction. Ça veut dire concrètement qu'en cas de reconnaissance des faits par l'auteur, ou que dans l'hypothèse où des faits sont incontestables, on va pouvoir avoir une indemnisation par le fonds de garantie, alors même qu'il n'y a pas eu encore de procès pénal, alors même parfois qu'il n'y aura jamais de procès pénal, parce que, par exemple, l'auteur est irresponsable ou est décédé, ou encore n'a pas été identifié. Je vous donne un exemple assez récent, un dossier qui a été connu par la Cour d'assises de Paris en septembre 2017. En l'occurrence, 3 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises pour des faits de viol en réunion sur une jeune femme. Les faits ont eu lieu 10 ans plus tôt. Au moment des faits, la jeune femme concrètement est massacrée. Et donc elle va tout de suite se rendre au commissariat de police où il n'est pas possible de contester la réalité de ce qu'elle a subi.
elle est vue tout de suite, voilà, elle est expertisée tout de suite et il n'y a pas de contestation possible du fait qu'elle a été victime de cette infraction. En revanche, à l'époque, les auteurs ne sont pas identifiés, ils seront confondus par leur ADN 8 ans plus tard. Pour autant, elle a été indemnisée dans le premier temps, à la suite de son dépôt de plainte, parce que la preuve de la matérialité de l'infraction avait été rapportée. Et donc, ça n'a pas empêché le procès pénal de se tenir. Mais il faut donc, c'est tout ça pour vous expliquer qu'en termes d'indemnisation des victimes, on a beaucoup de ressorts, on a beaucoup de façons de faire les choses, et la condamnation de l'auteur n'est pas toujours un préalable nécessaire. Alors, je vais vous parler des principes fondamentaux de la réparation des victimes de dommages corporels. Pour vous dire tout de suite qu'il existe un véritable scandale en matière de violence sexuelle, puisque aujourd'hui, de façon fréquente, majoritaire, les victimes de violences sexuelles ne sont pas traitées comme les autres victimes de dommages corporels. De façon très habituelle, encore aujourd'hui, les cours d'assises, voire même la CIVI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le fonds de garantie, vont indemniser les préjudices subis par les victimes de violences sexuelles en leur allouant une seule somme, une somme forfaitaire, sous un vocable de préjudice moral. Je mets des guillemets parce que ce vocable de préjudice moral n'a pas beaucoup de sens, n'en a même juridiquement aucun. En réalité, si on s'arrête à la terminologie des faits, le dommage moral, ça correspond à une atteinte au sentiment d'affection, à l'honneur, à la vie privée d'une personne. Le dommage corporel, c'est ce qui vise les atteintes à l'intégrité physique et ou psychique de la personne. En matière de violence sexuelle, je pense que personne dans cette salle ne me contredira si je dis que les violences sexuelles constituent bien une atteinte à l'intégrité physique et psychique de la personne. Pour autant, aujourd'hui, on continue à avoir des indemnisations forfaitaires, donc au nom du préjudice moral, avec des indemnisations qui vont être déterminées, non pas en fonction de la gravité de ce qu'a subi la victime et des répercussions dans sa vie quotidienne, mais en fonction de la gravité des faits. Pour résumer, une victime d'agression sexuelle aura une indemnisation inférieure à celle d'une victime de viol et qui aura elle-même une indemnisation inférieure à celle d'une victime de viol en réunion. Et on va se retrouver avec des indemnisations, là j'ai pris des chiffres un peu récents de quelques cours d'assises, mais on va avoir un viol en réunion, indemnisation forfaitaire à hauteur de 10 000 €, une autre cour d'assises, un viol, indemnisation à hauteur de 25 000 €. Pourquoi ? Alors, j'avais mis tentative d'explication, vous allez voir que mes explications, on en a déjà en fait finalement beaucoup parlé, en tout cas pour certaines, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. D'abord, il y a des explications, alors c'est des tentatives d'explication, évidemment, ce n'est pas des justifications, hein. Des explications d'origine historique. Les victimes de viol, à la différence de victimes d'autres infractions, ont toujours été traitées de façon un peu particulière dans certains droits. Elles pouvaient être mises à mort au même titre que l'auteur, donc finalement assimilées à l'auteur, ou encore mariées à l'auteur, pour laver l'affront qui était commis par cette infraction. Le viol entre époux n'est pas encore reconnu dans beaucoup de pays du monde. Socialement, on a aussi beaucoup de mythes et de représentations fallacieuses qui permettent de nier ou de justifier l'agression sexuelle masculine contre les femmes. On en a largement parlé ce matin. Mais dès lors tant qu'on entendra des raisonnements de l'ordre de « mais pourquoi faisait-elle son jogging à 22h le soir » ou « mais finalement elle avait une jupe trop courte », ça veut dire que finalement la victime est quelque part bien responsable de ce qui lui est arrivé. Et donc là encore, pourquoi prendre en charge les conséquences de ce qu'elle a subi, puisque finalement, elle l'a bien cherché. Ensuite, les explications, elles sont aussi médicales. On pouvait encore lire récemment dans des ouvrages d'expertise, de psychiatrie légale, que le viol des femmes adultes n'existait pas. Et puis, il y a la méconnaissance, et là, je ne vais pas non plus lever un grand secret, des répercussions psychologiques et physiologiques des agressions sexuelles par un bon nombre de médecins soignants, mais également par bon nombre d'experts judiciaires qui, finalement, sont le reflet également de la société et donc du corps médical aussi. Enfin, les explications, elles sont aussi juridiques et notamment probatoires et procédurales. Souvent, on va avoir des victimes qui vont pas avoir de prime abord envie de retourner
à une nouvelle expertise pour l'évaluation de leurs dommages. On va avoir une absence de pièces médicales pour étayer l'importance du dommage psychique ou somatique, parce qu'on va avoir des victimes qui, parfois, au moment où on est dans le temps de l'indemnisation, ne sont absolument pas suivies, ne sont absolument pas prises en charge, voire même ne sont même pas encore au courant des conséquences dans leur vie de ce qu'elles ont vécu. Et puis, on va avoir à l'audience le fruit de l'émotion de l'audience pénale qui va pouvoir entraîner une espèce de confusion entre le droit de la victime à la réparation de son préjudice et la sanction de l'auteur. C'est deux choses parfaitement différentes. En droit pénal, on sanctionne l'auteur, c'est l'État qui sanctionne l'auteur pour avoir commis une atteinte à nos règles de vivre ensemble, à l'ordre public dont on a parlé précédemment. Et c'est tout à fait distinct du droit à la victime d'obtenir la réparation de ce qu'elle a subi. Pour autant, voilà, l'émotion d'audience peut entraîner une confusion là-dessus. Alors, si tout se passait bien, normalement, le principe qui gouverne à l'indemnisation des victimes devrait être le principe de réparation intégrale. Le principe de réparation intégrale, ça signifie remettre la victime dans la situation la plus proche de celle dans laquelle elle se trouvait avant l'agression. Si on avait une baguette magique, on reviendrait en arrière et on remettrait la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l'agression. On n'a pas de baguette magique. Donc, on va indemniser en donnant une somme d'argent en réparation de ce préjudice, puisque finalement, c'est la seule chose qu'on sait faire, reconnaître et indemniser en compensant ce qu'elle a perdu, en lui allouant une somme d'argent. C'est pas parfait, c'est même très insatisfaisant, mais c'est la seule chose qu'on sache faire. En tout cas, en application de ce principe de réparation intégrale, la victime devrait être indemnisée de tous les préjudices qu'elle a subis personnellement, dès lors qu'ils sont en lien direct et certain avec les faits subis, et devrait être indemnisée sur la base de ses besoins, c'est-à-dire de ce qu'il aurait fallu lui apporter pour qu'elle soit au mieux après l'agression et pour qu'elle demeure au mieux, au plus proche de sa situation antérieure pour le reste de sa vie, et non pas en fonction des dépenses qu'elle a pu réellement exposer. Donc, la réparation intégrale, finalement, suppose d'indemniser la victime, le préjudice de la victime, non pas en fonction de la gravité des faits, mais en tenant compte des répercussions subies par la victime appréciées in concreto, c'est-à-dire de façon subjective et individualisée pour chaque victime. Il n'y a pas deux victimes identiques. Vous pouvez avoir des faits qui, en eux-mêmes, sont extrêmement graves et des victimes qui vont relativement bien s'en sortir. Et à l'inverse des faits qui peuvent paraître finalement, qui peuvent être moins graves en eux-mêmes, mais qui vont avoir des répercussions cataclysmiques dans la vie de la victime. L'indemnisation, c'est ce que la victime a perdu. On n'est pas censé tenir compte de la gravité des faits. Et donc, on est censé étudier, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, ce qu'a perdu la victime. Alors, c'est le processus indemnitaire. Ce processus, il suppose de recourir à une expertise spécifique en évaluation du dommage corporel. C'est-à-dire qu'on va prendre, vous allez voir, je vais vous montrer la nomenclature des préjudices juste après, on va prendre chaque élément de la vie de la victime, chaque facette de sa vie, et on va comparer sa situation avant, la trajectoire qu'elle pouvait espérer avoir avant les faits, et puis la trajectoire qui a réellement eu lieu, et coter le delta entre les deux. Donc ça suppose l'intervention de médecins et d'avocats pour participer à cette expertise, qui est une expertise médico-légale et qui est une expertise extrêmement technique avec des cotations dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais ça s'improvise, pour le coup, ça s'improvise pas du tout. Cette expertise, elle est nécessaire, donc je vous l'ai dit, pour évaluer les préjudices subis par la victime, mais à mon sens, elle a aussi des vertus pour la victime. Pour la première fois du processus judiciaire, la victime va être au centre du procès. On va s'intéresser à elle, à ce qu'elle a perdu et aux conséquences des violences qu'elle a subies. Et parfois, elle va elle-même s'interroger pour la première fois sur un certain nombre de choses qui ont changé dans sa vie et qu'elle n'avait pas nécessairement mesurées puisque la question ne lui a pas nécessairement été posée jusqu'à ce moment-là. Et donc, cette expertise, au-delà de servir pour la réparation, elle peut avoir, quand elle se passe évidemment dans de bonnes conditions, de véritables vertus. Au cours de cette expertise va également être fixée la date de consolidation médico-légale. C'est une date extrêmement importante, c'est pour ça que je me permets de vous dire un mot dessus.
C'est la date à laquelle on peut considérer que l'état de la victime est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus a priori susceptible ni d'aggravation ni d'amélioration par le biais de soins. C'est le point de départ de la prescription en matière civile. C'est-à-dire qu'en matière civile, on ne commence à courir la prescription qu'à partir du moment où l'état de la victime est stabilisé. Ce qui n'est pas du tout la même chose qu'en matière pénale, vous l'aurez compris. Et c'est le moment où on peut indemniser totalement la victime pour ses préjudices passés, puisqu'on sait ce qui s'est passé entre la date des faits et ce jour, et pour les préjudices à venir, puisqu'on va pouvoir projeter son état à l'instant T, qui est censé être un état stabilisé, pour le reste de sa vie. Les séquelles qu'elle a aujourd'hui seront des séquelles qu'a priori, elle aura de façon permanente pour le reste de sa vie. Avant cette date de consolidation médico-légale qui peut intervenir tardivement, évidemment, la victime, elle va avoir la possibilité de percevoir des provisions, donc des avances sur l'indemnisation à lui revenir à ce moment-là. Donc on n'est pas obligé d'attendre cette date pour commencer à mettre en place un processus indemnitaire. Mais une fois que son état de santé est consolidé, une fois que l'expertise a eu lieu, on va enfin pouvoir liquider les préjudices en application d'une nomenclature qu'on appelle la nomenclature d'Intillac, nom du président de la Cour de cassation qui a présidé le groupe de travail qui a élaboré cette nomenclature. Et on va prendre en compte à la fois les répercussions patrimoniales, c'est-à-dire toutes les conséquences financières dans la vie de la victime, et les répercussions extra-patrimoniales, c'est-à-dire les conséquences personnelles. Je lève le suspense. La voilà. Donc, la nomenclature d'Intillac. Donc, vous voyez qu'elle est divisée. À gauche, vous avez les préjudices patrimoniaux. À droite, les préjudices extra-patrimoniaux. En haut, les préjudices temporaires. C'est tous ceux qui sont subis avant consolidation. En bas, les préjudices permanents. C'est ceux qui vont perdurer de façon permanente. Donc je vais pas vous la détailler parce que ça n'aurait pas grand intérêt ici, mais je vais quand même vous donner 2-3 exemples. Donc, vous voyez les préjudices patrimoniaux. Par exemple, les dépenses de santé actuelles, je pense qu'il n'y a pas une seule victime de violences sexuelles qui n'a pas une facture de psychologue, de psychothérapeute, de psychanalyste et de psychiatre, une petite ardoise qu'elle a pu garder de côté. Il n'est pas normal que ces sommes restent à la charge de la victime. Ces sommes doivent être mises à la charge de l'auteur et elles rentrent dans le cadre des dépenses de santé actuelles. À côté de ça, les arrêts de travail, l'impossibilité de reprendre une activité à plein temps, vont pouvoir être indemnisés dans le cadre des pertes de gains professionnels. De la même façon, on va indemniser l'assistance par une tierce personne, par exemple une victime qui, après les faits dont elle a été victime, ne peut plus sortir de chez elle, ne peut plus aller faire ses courses, et qui va devoir faire appel à son entourage ou à une société, peu importe, pour faire les courses pour elle. Une victime qui va être dans un état dépressif tel qu'elle ne va plus se lever le matin, donc qui ne va plus amener ses enfants à l'école, qui ne va plus faire son ménage, et qui va avoir besoin, là encore, soit de ressources familiales, soit d'une aide extérieure qu'elle va rémunérer. Peu importe que l'aide soit familiale ou qu'elle soit celle d'un prestataire extérieur, en tout cas, elle doit être évaluée par les médecins dans le cadre de l'expertise médicale et elle doit être indemnisée parce qu'elle est la conséquence de l'accident. À côté de ces postes patrimoniaux, dont je pense qu'on voit assez bien ce qu'ils sont, les postes extra-patrimoniaux. Et c'est là qu'on voit toutes les petites facettes qu'on essaye on va décortiquer finalement la vie de la victime dans toutes ces facettes. On va indemniser, alors ce qui est nommé déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, pour faire simple, c'est l'atteinte fonctionnelle dans la vie de la victime. À côté de ça, on va avoir d'autres postes de préjudice, les souffrances endurées. Ça, c'est celui auquel tout le monde pense. C'est d'ailleurs celui qui est souvent le seul à être indemnisé en matière de violence sexuelle. Le préjudice esthétique, là, on y pense moins. Mais par exemple, on sait que chez les victimes de violences sexuelles, on peut avoir des troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui va perdre énormément de poids ou qui va prendre énormément de poids à la suite d'un accident, son aspect esthétique est totalement modifié. Et ça doit être indemnisé dans le cadre d'un préjudice esthétique. De la même façon, une personne qui serait dans un état dépressif très important, on va avoir une modification manifeste de sa façon de se présenter. Quelqu'un qui avait une vraie bonhomie auparavant va être tout le temps triste et donc va se présenter avec une modification, une altération de son image physique qui devra être indemnisée aussi dans ce cadre. Le préjudice d'agrément, c'est tous les loisirs et tous les agréments que
que pratiquait la victime avant l'accident. Préjudice sexuel, on y pense quand même. Préjudice d'établissement, c'est l'impossibilité pour la victime de mener une vie familiale normale à la suite des faits dont elle a été victime. Ça peut être l'impossibilité d'avoir des enfants, ça peut aussi être l'impossibilité de s'occuper normalement de ses enfants, alors qu'auparavant, on pouvait parfaitement le faire. Et oui, si je voulais quand même vous dire un mot du préjudice scolaire, puisque chez des jeunes enfants, on peut avoir des pertes d'années scolaires, ou on peut même avoir, donc la perte d'année scolaire s'indemnise, mais on peut avoir aussi une fracture dans le suivi scolaire de l'enfant. On va avoir des enfants qui sont des enfants brillants à l'école et qui du jour au lendemain perdent pied et parfois ne reprendront jamais pied. Et grâce à ces postes de préjudice, on va essayer d'établir, notamment en regardant le parcours des parents et ce genre d'éléments, quel aurait été le parcours prévisible de cet enfant avant les faits dont il a été victime, quel a été son parcours finalement, et indemniser dans le préjudice scolaire, mais également dans les préjudices professionnels, les pertes financières notamment qui peuvent résulter de l'agression dont il a été victime. Alors pour conclure, je voulais vous dire que la reconnaissance de la culpabilité de l'agresseur ne doit pas être la fin du processus judiciaire, mais doit être le début de la reconnaissance des préjudices subis par la victime. L'acceptation du processus indemnitaire par la victime n'est pas quelque chose de simple. La première réaction des victimes, généralement, c'est de dire « je n'ai pas fait ça pour l'argent ». Il n'y a pas de doute. Pourtant, ce processus, c'est le moment où elles vont être au centre du procès. Et ça, je pense que pour toute victime qui a vécu un procès pénal, ça fait sens, puisque souvent, et c'est normal dans le cadre du procès pénal, mais les victimes ne se sentent pas du tout ni entendues, ni mises au centre des problématiques. C'est le moment où on va s'intéresser à elle, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle a perdu. L'identification et la reconnaissance par la société, mais également par la victime elle-même des conséquences des violences sexuelles, va pouvoir avoir lieu par le biais du processus indemnitaire. C'est ici une forme d'état des dégâts préconisée par le docteur Guérin, dont on connaît l'importance dans le processus de reconstruction. Et il peut aussi se faire, notamment dans ce cadre-là. En tout cas, ça participe à ça. Pas non plus... dans les informations importantes, l'aggravation postérieure de l'état de la victime, après qu'on ait fixé la date de consolidation dont je vous ai parlé tout à l'heure, si son état venait à s'aggraver, il y aurait de nouveau un droit à indemnisation qui serait ouvert, puisqu'on a estimé qu'il ne s'aggraverait pas, mais la médecine n'est pas une science exacte. S'il venait à s'aggraver, elle pourrait de nouveau être indemnisée des préjudices qu'elle a subis postérieurement. Et enfin, et je n'avais pas le sujet de Mireille Cyr quand j'ai préparé mon PowerPoint, mais je voulais terminer en vous parlant des proches de victimes de violences sexuelles. Elles aussi ont droit à une indemnisation. Elles sont ce qu'on appelle des victimes par ricochet. Elles vont organiser souvent leur vie autour de la victime, pour l'accompagner, pour la soutenir, et vont elles-mêmes subir des troubles dans leurs conditions d'existence, au moins pendant un laps de temps qui peut être important. Elles vont également subir un préjudice d'affection, puisque d'abord devoir accepter les faits dont a été victime la victime principale, et puis soutenir la victime dans des processus de reconstruction qui sont parfois extrêmement longs et extrêmement épuisants, pour la victime, mais également pour ses proches. Et donc, une fois que le combat de l'indemnisation des victimes directes de violences sexuelles sera mené, il ne nous restera plus qu'à nous occuper des victimes par ricochet. Je vous remercie.